Bienvenue à cette première conférence du deuxième semestre. Alors pour débuter, on a choisi un sujet, l'un des grands sujets d'actualité, qui est le réchauffement climatique, mais à travers la biodiversité des poissons et la pêche. Donc pour nous en parler, nous avons invité Olivier Lepape, qui est donc professeur à Agrocampus Ouest et responsable du laboratoire d'écologie halieutique à Agrocampus. Il est également l'un des rédacteurs du rapport du projet Climaster, mais de la partie mer du projet Climaster, qui est un programme de travaux scientifiques sur le réchauffement, enfin le changement climatique dans le Grand Ouest de la France. Peut-être que vous allez l'évoquer. Oui, oui. Effectivement. Donc, 3 quarts d'heure d'exposé et après un temps pour vous pour poser vos questions et débattre sur ce sujet fort intéressant. Merci. Donc, comme l'a dit Dominique, donc je travaille dans un laboratoire d'écologie halieutique à Rennes. Donc, vous pouvez avoir les questions que vous voulez, sauf aujourd'hui, vous ne parlez pas foot. D'accord ? Je vous remercie. Donc on va évoquer le changement climatique et la montée des poissons vers le nord, surtout parce que c'est a priori le résultat le plus probant dont j'aurai à vous parler, je pense. Je vais essayer de faire une brève petite partie sur le réchauffement de la Terre et des océans, pour essayer d'établir le constat. Je ne suis pas climatologue, hein, ce n'est pas vraiment mon domaine, mais... ensuite, parler des conséquences écologiques sur les ressources. Et puis, dans une troisième partie, j'essaierai de trouver, si c'est possible, des pistes de gestion qui permettent d'intégrer les conséquences du changement climatique dans la gestion de ces ressources et l'exploitation qui en est faite, notamment l'exploitation par la pêche. Voilà. Alors, le réchauffement climatique, pour démarrer, des choses que beaucoup d'entre vous doivent déjà connaître, bien sûr. Donc on a gagné un petit peu moins d'1 degré au siècle qui vient de s'écouler. Et ce degré, on l'a gagné surtout dans la deuxième partie de ce siècle, c'est-à-dire depuis 1950. C'est quelque chose qu'on va trouver beaucoup quand on s'intéresse aux données climatiques, c'est-à-dire qu'on a un signal qui démarre, disons, au milieu, voire à la fin du 19e siècle, et puis qui s'accélère. Et donc, c'est quelque chose d'assez marqué, c'est-à-dire qu'il y a 0,8 degrés depuis 1900, mais ça fait les 3 quarts de cette augmentation qui ont eu lieu depuis 1950. Et si on regarde les records de température sur l'ensemble de la série dont on peut disposer sur ce siècle, eh bien, il y a 10 des 12 années les plus chaudes qui sont sur la dernière décennie. Donc effectivement, ceci pour illustrer un petit peu au niveau terrestre déjà et au niveau planétaire le changement climatique. Alors, il faut essayer de prendre une perspective un petit peu plus longue pour savoir si ce n'est pas une petite conjoncture un petit peu rapide qui fait que ça se réchauffe alors qu'avant ce n'était pas le cas. Pour faire ça, il y a plein de sources de données différentes. C'est pour ça que là, vous voyez plein de courbes qui remontent à peu près toutes à 2 millénaires, enfin les plus anciennes à 2 millénaires, c'est-à-dire qu'on a plein de données différentes. On peut aller carotter des glaciers, on peut regarder des courbes. Il y a des gens qui enregistrent les températures depuis très longtemps. Les courbes jusqu'à 1000 ans, ça peut être des enregistrements de température dans différentes bases qui étaient en fait des académies scientifiques de maisons royales essentiellement. Donc on a une variabilité, tout le monde n'est pas complètement d'accord. Néanmoins, si on regarde l'ensemble de la série, on s'aperçoit qu'assez rapidement, là, au moment où les données deviennent particulièrement fiables, le bruit se rétrécit, c'est-à-dire qu'on a des données plus fiables, et surtout la tendance est particulièrement marquée et rapide. Alors, je ne vais pas, encore une fois, je ne suis pas climatologue, je ne vais pas vous raconter un roman sur le réchauffement climatique. Les prévisions à 100 ans, aujourd'hui, c'est plus 3 degrés. Avec une incertitude relativement forte, entre 1,8 et 4 degrés supplémentaires. Cette incertitude, elle est due à 2 facteurs. Le premier, c'est qu'on ne sait pas exactement la façon dont l'humanité va se comporter, notamment en termes d'émissions de carbone. Donc on ne sait pas si on va beaucoup augmenter les émissions de carbone ou pas. Donc ça, c'est une source d'incertitude. C'est-à-dire que même si on était capable de prédire le réchauffement climatique, ce qui n'est pas le cas, on n'est pas encore capable de tout prédire de façon extrêmement précise, ça génère de l'incertitude. Et en plus, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, notamment vis-à-vis du comportement de l'humanité en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, la moitié d'incertitude est due aux outils de prévision, on n'est pas certain. L'autre moitié au scénario d'évolution. Et donc, on est dans cette gamme d'incertitudes qu'on va retrouver ensuite au niveau du milieu marin. Alors,
On peut se dire, bon, on va gagner un petit peu, on va gagner peut-être 3 degrés. A priori, on essaye de ne pas en gagner plus de 2. Est-ce que c'est beaucoup? Alors pour répondre à la question, est-ce que c'est beaucoup? Je reprends ce qui se passait il y a 20 000 ans. Il faisait en fait 5 degrés de moins qu'actuellement, il y a 20 000 ans. Et regardez la couverture glaciaire. Vous avez la couverture glaciaire d'aujourd'hui, enfin d'aujourd'hui d'il y a 10 ans, parce qu'au niveau de cet été, c'était encore un petit peu plus petit là. Et puis voilà ce qu'il y avait il y a 20 000 ans avec 5 degrés de moins simplement. Donc vous voyez, 5 degrés, c'est quelque chose d'assez gigantesque, c'est-à-dire qu'on était, on était sur le petit âge glaciaire, avec donc une couverture glaciaire qui atteignait jusqu'ici les côtes sur lesquelles on se trouve, donc pratiquement jusqu'à l'Orient, en tout cas jusqu'au nord de la Bretagne. Ce qui veut dire plusieurs choses. C'est-à-dire que d'une part, vous voyez, 5 degrés, c'est énorme en termes de différence de froid, puis ça avait des conséquences géopolitiques extrêmement graves, puisque donc vous voyez, la Manche pouvait être traversée à pied, ce qui veut dire que certes, on pouvait aller en Angleterre à pied, mais bien pire, les Anglais pouvaient venir à pied jusqu'en France, ce qui est quand même extrêmement inquiétant. Donc voilà, simplement pour vous signifier les degrés de changement que représentent 5 degrés d'évolution. Alors quand on s'intéresse au milieu marin, parce que c'est le sujet de ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de percevoir des variations. C'est-à-dire que quand vous regardez les températures terrestres, ça change beaucoup. Ça change énormément. Si on regarde ce qu'il y avait hier et ce qu'il y a aujourd'hui, déjà ça a beaucoup changé. En mer, c'est beaucoup plus tamponné. D'accord? On peut, quand on va se baigner, qu'il y a 1 mètre d'eau, voir des évolutions assez rapides, mais néanmoins, en plein milieu de la mer, ça ne change pas beaucoup. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir beaucoup de variations, et puis on essaye de voir une tendance dedans, et bien on a quelque chose d'assez stable. Si on prend les températures de l'Atlantique Nord, eh bien on voit qu'il y a certes des évolutions, il y a des périodes dans les années 80 un petit peu plus fraîches, etc. Mais la tendance, elle est quand même extrêmement marquée, extrêmement constante, c'est facile à voir. Et à l'échelle planétaire, on le voit aussi bien. On a un petit peu moins de certitude parce que les données sont moins complètes que juste sur l'Atlantique Nord. Mais on a à peu près le même niveau d'augmentation qu'au niveau terrestre, c'est-à-dire que la température de surface de l'océan réagit exactement comme l'air, avec donc pratiquement pareil 0,6 degrés d'augmentation depuis 1950. Et cette augmentation, elle est confirmée localement, c'est-à-dire que ces niveaux d'augmentation, c'est ce qu'on va aussi trouver en Bretagne. D'accord? C'est-à-dire qu'au niveau planétaire, on a gagné 0,6 degrés. Au niveau des eaux qui nous concernent plus directement en Bretagne, on a aussi gagné 0,6 degrés. Et un ordre de grandeur d'évolution, c'est que pour un isotherme donné, c'est-à-dire une température moyenne annuelle de l'eau, eh bien pour la retrouver chaque année, il faut monter de 20 km. C'est-à-dire que la température moyenne annuelle qu'on trouvait à la frontière française, donc au niveau de la frontière belge, là, il y a une vingtaine d'années, eh bien aujourd'hui elle est au milieu de la mer du Nord. C'est-à-dire que donc on a une évolution. Tous les ans, l'isotherme monte environ de 20 km. Et on va en reparler au niveau des conséquences biologiques, bien sûr. Alors il y a des variations dans tout ça. Ça se réchauffe plus au nord qu'au sud. Ça se réchauffe plus au nord qu'au sud parce que c'est moins tamponné par l'océan. Vous avez la moitié l'hémisphère nord, vous êtes pratiquement à moitié-moitié de terre et de mer, avec un réchauffement qui est un petit peu plus fort sur le milieu terrestre. Et alors que dans l'hémisphère sud, vous avez pratiquement que de la mer, vous avez plus de 80% de mer, pour faire 70% au total. Donc il y a des variations comme ça, c'est pas exactement pareil partout, ça se réchauffe un peu plus à la côte qu'au large, plus au nord qu'au sud. Et puis ce que je vous dis n'est pas vrai sur les températures de fond, dont je ne vais pas parler, c'est-à-dire qu'à 4000 mètres au fond de la température moyenne de l'océan, il fait toujours 2 degrés et ça n'a pas encore commencé à augmenter. Ça augmente aujourd'hui, on peut percevoir des augmentations jusqu'à beaucoup plus faibles que ce qu'on voit que les 0,6 degrés, jusqu'à environ 1000 mètres de fond. J'ai du mal quand même, ça ne marche pas, je chauffe tous les coups très bien ce truc. Autre conséquence dont je parlerai probablement moins, le niveau de la mer augmente. Alors le niveau de la mer, il augmente pourquoi ? Il augmente pour l'instant, en tout cas au XXe siècle, il a augmenté parce que la mer se réchauffe et qu'en se réchauffant, elle se dilate. Et donc on a gagné, vous retrouvez les mêmes proportions un petit peu que ce que je vous expliquais au niveau de la température. Alors on en gagne 2 mm par an environ sur le siècle, mais on voit que ça augmente énormément, c'est-à-dire que si on regarde au début de la période, je vous disais, si on prend à peu près comme référentiel le milieu du 19e, on gagnait 0,7 mm, et puis là on est à 3,2 sur les années récentes. Ça aussi, c'est confirmé localement, une augmentation d'environ 2 mm par an aujourd'hui. On la retrouve au niveau de la Bretagne, avec des inquiétudes relativement marquées sur certaines zones, comme les dunes de Kerema, comme la presqu'île de Gavre, par exemple. Et donc à 100 ans, là, on va avoir une augmentation du processus, parce que en plus de la dilatation de l'eau avec le réchauffement, il y a les phénomènes de fonte
des glaciers terrestres qui vont venir se surajouter. Et donc, si on met la fonte en plus de la dilatation, les prédictions, c'est qu'on devrait gagner jusqu'à la fin du siècle environ 50 cm à 1,20 m environ, ce qui pourrait nous donner jusqu'à 2 à 4 mètres en 500 ans environ si on gagne 3-4 degrés. Et juste comme ça, comme ordre de grandeur, il n'est pas vraiment question qu'avec 5 degrés en plus, l'Antarctique fonde, mais les raisons pour lesquelles ça va monter beaucoup si on a une évolution de température très forte, c'est surtout la fonte des glaces terrestres, c'est-à-dire la fonte des glaces marines, ça ne fait pas beaucoup augmenter le niveau de la mer. Quand vous avez un glacier, il est 10% au-dessus de l'eau et 90% en dessous, et s'il fond, ça donne exactement le même volume d'eau, donc ça ne fait pas augmenter la mer. Par contre, si vous avez des glaciers terrestres qui fondent, ce n'est pas du tout le même processus. Et donc la fonte totale du Groenland, ce qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça au niveau de l'ère géologique, c'est 7 mètres. L'Antarctique, c'est 60 mètres. Donc on a prévu une augmentation d'environ 50 cm à 1,20 m avec des taux d'augmentation pour le siècle qui sont, bon an, mal an, équivalents en Bretagne à ce qu'on voit au niveau moyen. Et le dernier phénomène sur le réchauffement climatique par rapport à l'océan dont je vais vous parler, c'est l'augmentation du gaz carbonique. Donc pour l'instant, c'est ce qu'on appelle le blue carbone, c'est-à-dire que l'océan absorbe plus de la moitié des excédents de CO2 qui sont émis par l'activité humaine, donc ce qui fait que ça tamponne beaucoup l'effet du réchauffement climatique. Mais la mer s'acidifie par des processus extrêmement simples de solubilisation. Le CO2 devient de l'acide carbonique dans l'eau. Et donc le pH qui était de 8,2 au début du 19e siècle est à 8,1 aujourd'hui. Et les prévisions, c'est qu'on devrait perdre entre 0,1 et 0,3 d'ici 2100 de pH. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de devenir une mer acide, on devient une mer moins basique. Le pH moyen, le pH neutre, c'est 7. Et donc on a une mer qui s'acidifie un petit peu et qui surtout se débasifie. Donc voilà, avec des variations de pH, encore une fois, jusqu'à la fin du siècle, on retrouve l'hémisphère nord qui est un petit peu plus marqué que l'hémisphère sud pour des processus déjà d'émission de CO2 supérieurs dans ces endroits-là et puis de flux océaniques. Donc voilà un peu les trois paramètres. Il y en a un qui va beaucoup me concerner l'exposé, qui est l'augmentation de température en surface. Et je n'évoquerai pas l'augmentation du niveau de la mer d'un point de vue écologique. Et je parlerai un petit peu d'acidification, un petit peu parce qu'à part des points d'interrogation, je n'ai pas grand-chose à vous en dire. Donc le bilan, c'est que la Terre se réchauffe. La surface de la mer se réchauffe, en tout cas, avec un transfert vers les couches profondes qui est lent et progressif. Le niveau de la mer augmente et la mer s'acidifie. Donc ces effets sont spatialement variables, ça bouge entre les zones. Et il y a encore pas mal d'incertitudes sur les prédictions, sur les niveaux d'évolution. La tendance, on la connaît. Le niveau, fixer le range, ce n'est pas si facile que ça. Voilà, donc pour conclure sur le réchauffement climatique au niveau des zones notamment polaires, ce dessin que j'ai trouvé dans le Courrier international qui est relativement évocateur, puis qui nous permet de faire la transition vers les écosystèmes et leur exploitation. Alors l'effet de l'augmentation de température, on va le voir à différents niveaux. Sur les niveaux de production, c'est-à-dire que l'océan il produit exactement comme les rendements dans un champ, on peut citer des rendements de production biologique de l'océan. On a des ressources qu'on exploite et qui, elles, vont bouger. Et puis l'exploitation de cette ressource qui, évidemment, va évoluer avec les ressources. Et il y a aussi des effets de l'acidification que j'évoquerai beaucoup plus brièvement. Alors pourquoi ça va bouger beaucoup? Eh bien, il y a un chercheur qui s'appelait M. Hjort qui, en 1914, a publié des résultats qu'il avait eus sur donc, 2 millénaires où il avait pris donc, les otolithes qui sont l'équivalent de nos osselets là, donc on a dans les oreilles mais pour les poissons, qui sont donc des structures calcifiées d'oreilles internes. On s'en sert beaucoup pour essayer de déterminer l'âge des poissons, comment évolue leur croissance par rapport à la température, par rapport à l'évolution induite par la pêche, etc. Mais en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé dans des couches géologiques et il a compté ces otolithes. Donc il a dit, voilà, si on compte les otolithes et qu'on arrive à dater à peu près les couches, on est capable sur 2000 ans de dire combien il y avait de poissons à différentes périodes. Donc on n'est pas précis à l'année près, on n'a pas un grand bruit interannuel, mais il y a quand même des grandes périodes. Donc là, on peut difficilement accuser l'exploitation par l'homme d'avoir engendré les fluctuations 200 ans après Jésus-Christ à l'échelle de l'océan Pacifique en général, sur la sardine ou sur l'anchois. Donc c'est vraiment des fluctuations naturelles. Il y a une sensibilité forte des ressources aux conditions climatiques notamment, donc qui ont engendré ces variations. Donc ça veut dire que si on réchauffe, si c'est sensible aux fluctuations, si on réchauffe, on risque d'avoir une tendance, bien entendu. Alors là,
le premier point que je souhaite évoquer avec vous concernant cette évolution, c'est ce que vous avez dans votre jardin finalement, c'est-à-dire combien est-ce que produit la mer. C'est-à-dire que dans un jardin, vous avez une production qui va dépendre de est-ce qu'il y a beaucoup de soleil cette année, est-ce qu'il y a suffisamment d'eau, et est-ce que vous mettez suffisamment de nutriments. Et puis en fonction de ça, si vous avez mis pas mal de nutriments ou si votre terre est particulièrement riche, qu'il a bien plu et qu'il y a eu beaucoup de soleil, ou que vous avez arrosé le cas échéant, eh bien vous avez une bonne production. Et cette production, elle va déterminer, alors pas forcément dans votre jardin, enfin c'est rarement ce que vous souhaitez d'une manière générale, mais si vous demandez à un éleveur ce qu'il fait, un éleveur spontanément, il est capable de savoir que vous avez des charges à l'hectare qui sont supérieures en termes d'animaux dans les endroits qui produisent beaucoup de végétaux que dans les endroits qui n'en produisent pas beaucoup. Vous avez moins d'antilopes à l'hectare dans la savane sèche que vous n'avez de vaches dans un pré bien gras et bien humide. Donc en fait, cette production primaire, elle va conditionner toute la chaîne alimentaire, c'est-à-dire que les producteurs primaires, essentiellement du phytoplancton, hein, donc des petits individus monocellulaires dans la mer, sont mangés par le zooplancton, lui-même mangé par des petits poissons, mangé par des grands prédateurs, c'est la chaîne alimentaire. Alors je ne pouvais pas vous la représenter à l'échelle ici parce qu'on perd environ 90% à chaque niveau. C'est-à-dire qu'il faut, globalement, pour faire 1 kg de grands prédateurs, ils ont mangé 10 kg de petits poissons, qui avaient eux-mêmes dû consommer 100 kg de zooplancton et donc 1 tonne de producteurs primaires. Donc évidemment, cette pyramide, elle n'est pas à l'échelle, cette-ci non plus d'ailleurs. Et donc on a une forte décroissance comme ça au niveau de la chaîne alimentaire. Pourquoi est-ce que je vous en parle? C'est parce que la production végétale, donc la base de la vie, ça va fixer le niveau de production qu'on a derrière, et ce niveau, il va évoluer avec le changement climatique. Alors il évolue pourquoi? C'est un petit peu compliqué, normalement c'est la diapositive la plus compliquée de ce que je vais vous présenter, mais on va essayer de l'évoquer un peu simplement si j'y parviens. Aux hautes latitudes, ça ne vous surprendra pas, plus il fait chaud, plus ça pousse. C'est-à-dire que si vous êtes dans l'océan Arctique, le fait de réchauffer l'eau a tendance à favoriser la production primaire. C'est-à-dire que globalement, la production primaire, elle augmente avec la température. Si on prend que la température, toutes choses égales par ailleurs comme facteur, c'est pareil que dans votre jardin. Dans votre jardin, si c'est la sécheresse, donc le chaud n'est pas très favorable. Dans une serre, en dehors d'une serre, pardon, si vous êtes à l'extérieur et que vous arrosez, plus il fait chaud, plus ça pousse. Et donc on a ce phénomène sous les hautes latitudes qui est qu'un réchauffement des eaux a plutôt tendance à favoriser la production biologique. Par contre, quand on regarde ce qui va se passer aux tropiques et aux latitudes moyennes, eh bien on a un problème assez simple dans l'océan, 4000 mètres de profondeur environ. C'est qu'on a de la lumière qu'en surface, sur environ un petit pourcent de surface. Quand vous arrivez à 100 mètres de fond, il fait nuit, et donc il n'y a rien qui pousse. Et sur ce pourcentage de surface, pour que ça pousse, vous n'avez pas de problème d'eau dans la mer, donc vous avez juste des problèmes de lumière et de sels nutritifs. Et en poussant, le phytoplancton absorbe les sels nutritifs, ensuite il sédimente, et donc il va piéger au fond de l'océan les sels nutritifs. Donc si vous n'avez pas d'échange entre le fond de l'océan et la surface de l'océan, vous n'avez pas de réensemencement en sels nutritifs de l'océan de surface, là où vous avez de la lumière, et donc quelque part vous avez de la lumière en surface, vous avez des sels nutritifs au fond, et il n'y a rien qui pousse. Et alors le réchauffement climatique, dans ces zones très chaudes, il va engendrer ce qu'on appelle un phénomène de stratification des eaux, que certains d'entre vous doivent connaître, ceux qui font de la plongée tout au moins. C'est ce phénomène qu'on appelle la thermocline, qu'on a aux environs de 15 mètres en Méditerranée l'été, qui fait que vous plongez dans de l'eau à 22-23, et puis vous passez en dessous assez brutalement vers une quinzaine de mètres d'une tranche d'eau, et en dessous il fait à peu près 15. Et dans l'océan mondial, on a le même phénomène, mais plutôt vers 200 mètres de fond, quand on est en zone océanique, c'est-à-dire que vous avez de l'eau très chaude en surface, et puis vous passez une thermocline, et en dessous vous tombez dans des eaux de fond qui sont très très froides. Et donc l'eau froide étant plus lourde que l'eau chaude, vous n'avez pas d'échange entre les deux, et du coup, dans un océan chaud qui est stratifié comme ça thermiquement, eh bien vous avez un piégeage de la matière nutritive au fond, vous n'avez pas d'échange entre la surface et le fond, et ça produit moins. Alors si on regarde les conséquences du réchauffement climatique sur les années récentes, vous avez ici les changements de température dans l'océan au cours du siècle passé. Globalement, ce que vous voyez, c'est qu'en rouge, ça a chauffé, en bleu, ça s'est réchauffé, ça s'est refroidi. Vous avez des jaunes qui sont refroidis. Globalement, ça s'est réchauffé. Et puis, vous avez les changements de production primaire. Ici, alors, il y a des zones où ça a plus poussé et des zones où ça a moins poussé. Et si on fait la conjonction des deux, on voit que donc c'est une sorte de tableau à double entrée. Si vous voulez, vous avez la production primaire qui augmente ou qui diminue, et puis la température qui augmente ou qui diminue. Et ce qu'on voit le plus dans l'océan mondial, ce qui sort vraiment, c'est ces zones qui sont en jaune ici. Ce sont les zones où la température a augmenté et la production primaire a diminué.
Et donc ça, c'est dû au phénomène que je vous expliquais sur les zones tropicales essentiellement. On a eu ces zones désertiques qu'on a dans l'océan tropical qui poussent très très peu. L'océan tropical est extrêmement pauvre. Il produit très peu, à part vous avez un peu la perception de la côte, des récifs coralliens éventuellement, de certaines d'autres zones. L'océan tropical est un grand désert à cause de ce problème de stratification verticale. Et ce phénomène est accentué par le réchauffement climatique, ce qui fait qu'on a une augmentation des zones désertiques qui a été de 15% au cours du siècle passé, voire de la partie la plus récente du siècle passé. Donc on a une augmentation des zones désertiques très très importante au niveau des océans chauds. Alors ces tendances géographiques, elles sont établies, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va avoir une diminution dans toutes ces zones-là tropicales qu'on va trouver au milieu de l'océan, on va avoir une diminution de la production primaire. Et par contre, cette production, elle va augmenter près des pôles. Elle va augmenter pour deux raisons. Le fait qu'une eau plus chaude, c'est plus favorable. Et en plus, moins il y a de banquise, plus ça pousse, bien évidemment, puisque pousser sous la glace, ce n'est pas très évident pour le phytoplancton. Donc, ce qui va se passer en résultante globale à l'échelle planétaire, on ne le sait pas. Il y a encore pas mal d'incertitudes et de polémiques. Il y a des estimations qui disent que ça a diminué de 6%, d'autres ça a augmenté de 0 à 8%, donc on ne sait pas. Par contre, on sait très bien que ça bouge, c'est-à-dire que ça produit de moins en moins dans les tropiques et que ça produit plus sur les fronts polaires. Donc, quantitativement, au niveau global, est-ce qu'il y en a plus ou est-ce qu'il y en a moins qu'avant de production primaire? Il reste encore beaucoup d'incertitudes. Qualitativement, on sait que ça évolue beaucoup au profit du Nord et au détriment du Sud. Alors, cette évolution, eh bien, ce que je vous expliquais sur la chaîne alimentaire, vous avez ici le lien entre les biomasses de phytoplancton et le zooplancton. Ça a été fait sur toutes les côtes des États-Unis, donc on voit un lien entre les deux. Et ici, vous avez le lien entre le zooplancton herbivore et carnivore. Pareil, ça monte. Donc on a une diffusion dans la chaîne alimentaire, c'est-à-dire que si on a une évolution de la production primaire, du phytoplancton, de la production végétale, eh bien, on a la même évolution qui suit pour le reste de la chaîne alimentaire. Donc s'il y a plus de production de phytoplancton, donc de plancton végétal, on aura plus de plancton animal parce que la disponibilité alimentaire augmente. Et ça, on va le retrouver sur l'ensemble de la chaîne alimentaire jusqu'à la morue. Ce sont des travaux de collègues français d'ailleurs qui avaient été publiés en 2004 sur le lien dans la mer du Nord entre le zooplancton ici en noir et la morue en rouge. Donc la principale proie qui était une espèce de zooplancton que vous voyez là, qui ressemble un petit peu à une mini-crevette. Et puis l'évolution donc en mer du Nord de la morue avec un shift, vraiment une bascule au niveau des années 80, des grosses productions de morue, et puis de production derrière, totalement en lien avec le phytoplancton. Alors, je vous parlais pas mal de la morue, c'est un peu la souris de laboratoire des gens qui travaillent sur le milieu marin. Et encore en France, ça reste relativement light, mais si vous montez sur les pays du Nord, quand on dit poisson, c'est morue. Si vous parlez à un Norvégien, même déjà les Anglais, c'est un peu difficile, qu'ils travaillent sur d'autres poissons, donc c'est vraiment toujours un peu l'exemple qui est le plus étudié. Et donc des travaux qu'on a sur d'autres espèces, vous avez ici le lien entre la production biologique, alors en pointillé vous avez le phytoplancton et en noir vous avez l'anguille européenne, l'anguille américaine. Et pour les deux, on voit qu'en mer d'Escargas, plus on a de production de phytoplancton une année et plus on a d'anguilles. Ça marche vraiment très très bien. Et ce qu'on a surtout vu, parce qu'on n'avait pas les années de production primaire qui remontaient assez loin, c'est l'effondrement de l'anguille européenne, américaine et japonaise, avec systématiquement vous avez ce changement dans les températures qui a fait suite au changement dans la biomasse de l'espèce. C'est-à-dire qu'on a un shift total, une bascule qui est à peu près au même moment, vers les années 80, un petit peu plus tôt dans le Pacifique, pour la mer du Japon, où l'anguille diminue brutalement en lien avec le réchauffement des eaux. Donc les anguilles se reproduisent pour l'anguille européenne et américaine au Sargasse, pour l'anguille japonaise sur la fosse des Mariannes. Donc c'est des zones chaudes où le réchauffement des eaux a entraîné une diminution de la production primaire et donc on a moins d'anguilles. Donc un autre exemple pour ne pas parler tout le temps de la morue, même si c'est bon. Alors au niveau global, ça va faire quoi? Vous avez ici la production primaire à l'échelle mondiale. Depuis environ la fin des années 90, on a des satellites qui permettent de mesurer la production primaire et on arrive à évoluer la production végétale à l'échelle planétaire. Donc vous avez ici une représentation de la production végétale à l'échelle planétaire. Quand je vous dis on a des zones désertiques aux tropiques, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement marqué. L'océan profond tropical est très peu productif. Et vous avez ici les captures par unité de surface de la pêche professionnelle.
qui ont été évalués en 2009. Donc ce que vous voyez, hein, c'est qu'il y a la pyramide que je vous montrais de façon un petit peu schématique sur la chaîne alimentaire. Vous allez la retrouver là, sans aucun problème. C'est-à-dire que là où vous avez plus de production végétale, vous avez plus de capture par la pêche. Ça marche exactement pareil dans les champs avec les vaches. Ce n'est pas très étonnant. Vous avez plus de production végétale, vous avez une chaîne alimentaire qui est stimulée jusqu'aux poissons, en haut ou au milieu de la chaîne alimentaire. Et donc si on essaye de lier ce qui se passe entre la production primaire, donc la production végétale et les rendements par la pêche, vous avez ici l'ensemble des mers de la planète qui sont exploitées. Donc chaque point, c'est un des grands écosystèmes planétaires. Et vous avez le lien entre production primaire et rendement par la pêche. Alors vous avez des endroits où ça ne marche pas. Quand on fait de l'écologie, il y a tout le temps ça. Sinon, c'est louche. Donc vous avez la mer Jaune et la mer de Chine, notamment, même si on a quand même un certain nombre de doutes sur les statistiques de la pêche chinoise. Vous avez des endroits comme le plateau islandais, où on pêche beaucoup de poissons sur le plateau islandais, qui n'ont pas été produits là, en fait. Ils viennent se concentrer là, et c'est le moment où on les pêche. Donc c'est logique que, quelque part, on ait plus, sur le plateau islandais, de poissons que de réels rendements local, parce qu'on arrive à y pêcher beaucoup de poissons qui finalement se sont alimentés sur de la production d'ailleurs. Mais globalement, on a une très bonne relation. Donc ça veut dire qu'on va trouver la même relation. Si on a une évolution de la production primaire, eh bien on va trouver une évolution équivalente et dans le même sens de la production de ressources halieutiques par la pêche. Si la production primaire baisse au tropique, on aura moins à pêcher. Si ça augmente en Arctique, on aura plus à pêcher. Voilà. Alors maintenant, si on s'intéresse, là on fait du quantitatif, si on s'intéresse aux espèces qu'on va pêcher, on se dit comment est-ce qu'elles évoluent. Là je vous parlais globalement en termes de rendements globaux des écosystèmes et de la pêche. Je reprends la morue, l'exemple de la morue. Et ça, c'est des travaux vraiment rigolos qui ont été menés au début du travail sur le changement climatique. C'est assez facile à comprendre. On a regardé différentes populations de morues qui sont séparées. Disons que les populations, même s'il y a quelques petits échanges infinitésimaux de reproduction, elles sont quand même indépendantes les unes des autres. Et donc on regarde le taux de renouvellement de la population, c'est-à-dire combien il y a de nouveau-nés pour une année donnée, et la température de cette année-là. Et puis vous avez la température moyenne des zones qu'on regarde. Alors la morue, à la différence du baigneur estival, estime que la meilleure température moyenne annuelle de vie, c'est 7 degrés. D'accord ? Donc elle vit dans des zones entre 2 degrés à Terre-Neuve et 11 degrés en mer Celtique. Et alors qu'est-ce qui lui arrive à la morue ? Eh bien, c'est-à-dire que si vous êtes dans des zones plus froides que sa température optimale de 7 degrés, les années chaudes sont plus favorables que les années froides. Sa température optimale est de 7 degrés. Si elle est à 4 degrés, les années plus chaudes, vous en avez plus que les années moins chaudes. Par contre, si vous êtes au-dessus de sa température optimale de 7 degrés, quand la température augmente, les années chaudes, vous en avez moins. C'est assez logique en fait. Plus vous vous rapprochez de son optimum de température, et mieux ça se passe au niveau de sa reproduction. Alors ça va avoir, c'est une illustration de l'effet de la température sur la dynamique de ces ressources marines, hein, qui, à la différence des mammifères, n'ont pas un lien très marqué entre le nombre d'adultes et le nombre de petits. La morue, elle pond 100 millions d'œufs pour un individu adulte. Voilà les taux. Donc vous comprenez que vous pouvez avoir un certain nombre de fluctuations, à la différence du cachalot ou de l'être humain, où quand vous avez une estimation de la population adulte, on peut baisser le taux de fécondité, on peut le monter, mais globalement ça correspond bien. Chez la morue, vous avez 100 millions d'œufs en moyenne pour donner un individu adulte. C'est 100 000 œufs pour un individu adulte chez la plupart des espèces marines. Donc ça bouge beaucoup avec les changements climatiques, c'est beaucoup plus sensible finalement aux conditions pour le renouvellement que pour des espèces comme les mammifères qui font peu d'enfants. Les poissons sont de mauvais parents. Et donc de ce fait, ils émettent plein d'œufs en espérant un petit nombre survive. Et les conditions climatiques vont faire beaucoup fluctuer ce nombre. Donc vous pouvez avoir des années où il y en a beaucoup, des années où il y en a moins. C'est vrai pour le pêcheur à pied le sait, et le pêcheur d'anchois dans le golfe de Gascogne le sait aussi. Alors il y a plusieurs solutions pour répondre maintenant à une augmentation de température. La plus simple, c'est de maintenir sa gamme de température. Donc vous pouvez vous décaler dans la saison, c'est-à-dire si ma température optimale de ponte c'est 7 degrés, eh bien, si la température se réchauffe, au lieu de pondre en mars, je ponds en février. Je ponds plus tôt quand l'eau devient plus chaude, et quand je peux me décaler d'un point de vue saisonnier. Je peux changer de répartition, je suis en mer. Un poisson d'eau douce, si le fleuve dans lequel il est devient trop chaud, la population va disparaître. Un poisson marin, si la mer dans laquelle il est devient trop chaud, il va migrer vers le nord. Il a cette possibilité-là. Donc il peut se décaler dans l'espace. Et puis il y a une autre possibilité qui est de changer de gamme de température. Finalement, je m'adapte. Je décide que je peux vivre dans les eaux plus chaudes. Ça prend plus longtemps et on n'a pas vraiment de bonnes idées encore sur ce que ça va donner.
Alors, est-ce que ces poissons bougent? Eh bien, les premiers travaux sur le domaine, c'était un petit peu comme les travaux sur la morue que je vous ai présentés tout à l'heure, c'était le début des années 2000. On a regardé la répartition moyenne de poissons en fonction de la température dans la mer du Nord. Et quand on regarde ça, on voit que, en fait, les années chaudes, les poissons sont plus nord que les années froides. J'ai pris l'exemple de la blénie. Je reconnais que ce n'est pas le poisson le plus sexy que j'ai pu trouver pour faire ça comme exemple, mais bon, voilà, j'ai pris celui-là. Il y avait plein d'exemples dans ces travaux où on voit que toutes les populations, les années, elles changent de gamme de répartition géographique, c'est-à-dire que s'il fait plus chaud, je vais plus au nord, et s'il fait plus froid, je vais plus au sud. Alors la prospective sur la morue, encore une fois, ça veut dire quoi? C'est que la morue, elle va disparaître des zones les plus chaudes de sa zone de répartition, la Manche, la mer Celtique, la mer d'Irlande. On fait une prévision d'augmentation de 3 degrés, disparition des zones les plus chaudes, et par contre augmentation des zones les plus froides, la mer de Barents, le tour du Groenland, et puis donc les eaux du Labrador, qui sont des eaux très très froides ici. Donc elle va évoluer, dans les eaux qui deviennent trop chaudes, elle disparaît, dans les eaux qui étaient plutôt trop froides, elle augmente. Donc on a un changement de répartition des poissons en réponse au réchauffement pour essayer de maintenir sa gamme thermique. Alors ça va donner quoi au niveau global? Ces travaux qui, à 10 ans, prenaient une espèce, regardaient ce qui lui arrivait, etc., sont un petit peu généralisés aujourd'hui. Vous avez ici le taux d'invasion d'espèces jusqu'à 2100 envisagé, c'est-à-dire que vous avez des zones relativement froides, notamment près des pôles, sur lesquelles on va avoir beaucoup plus d'invasion. Les extinctions d'espèces, on va en trouver à la fois dans les eaux très chaudes, où si ça monte encore, les poissons n'ont pas de possibilité de fuite, et aussi pour certains poissons qu'on trouvait dans des eaux un petit peu plus tempérées, qui vont disparaître de ces zones pour aller se réfugier plus au nord. Et donc le taux de remplacement de poissons, quelque part, si on le retrouve à l'échelle de l'océan, eh bien on voit des bouleversements de la faune au niveau de l'Arctique, beaucoup de changements aussi en subantarctique, et puis donc les disparitions de poissons qui font que le turnover est extrêmement limité dans les zones de latitude relativement faibles. Donc on a ce qu'on appelle une dérive polaire, c'est-à-dire que les poissons dérivent vers les pôles, on a une évolution des répartitions vers les pôles, avec beaucoup de changements d'espèces aux pôles et des pertes eutrophiques. Des pertes eutropiques, excusez-moi. Alors, est-ce qu'on retrouve cela dans les eaux qui nous intéressent plus particulièrement si on va juste devant l'Orient? Eh bien, ça a été vérifié sans aucun problème pour les macroalgues avec des changements d'espèces, l'évolution de la sargasse par exemple, même si c'est une espèce invasive, depuis qu'elle est arrivée, on a vu son évolution en lien avec le climat. Ça se voit pour le zooplancton, les changements de zooplancton, alors il y a eu pas mal de décalage dans le temps, comme je vous le disais, c'est-à-dire qu'il arrive plus tôt dans l'année. Mais il y a aussi une dérive nord du zooplancton, c'est-à-dire que les espèces, on les trouve avec une répartition qui évolue. Je ne sais plus si c'est dans le précédent que je le disais, oui, excusez-moi. Les 20 km par an dont je vous ai parlé pour le changement d'isotherme, c'est-à-dire qu'on trouve la moyenne de température de cette année, ce sera la moyenne de température aux variations près d'une année à l'autre de l'année prochaine, 20 km plus haut. Et bien, on retrouve exactement le même taux de migration chez les espèces, c'est-à-dire que les espèces, elles montent aussi de 20 km par an en répartition moyenne. Vous pouvez avoir une année froide au milieu, ça se calme, on va un petit peu en arrière. Quand je dis par an, ça fait 200 km par décennie, ce qui serait probablement plus raisonnable pour l'expliquer. Mais voilà le taux. On a une température qui évolue comme ça de 20 km vers le nord tous les ans, enfin vers le nord pour l'hémisphère nord tout au moins, et on a la même évolution des peuplements de poissons et de ressources halieutiques. Alors ça a été vérifié pour les invertébrés, et pour le poisson, si on s'intéresse aux côtes françaises de Manche Atlantique, les premiers travaux, c'était Jean-Claude Quérault à la fin des années 90. Il avait fait mention de beaucoup d'apparitions d'espèces tropicales dans le golfe de Gascogne à la fin des années 80, et ça c'était le premier signe d'évolution des espèces vis-à-vis du réchauffement. Aujourd'hui, pour prendre un exemple simplement, vous avez une vingtaine de poissons plats dans le golfe de Gascogne. Ceux que vous consommez sont moins nombreux, hein. Vous devez... Sur l'étal du poissonnier, il y en a, je pense qu'on doit en trouver 7 sur les 20 ou 8 sur les 20 à peu près. Il y en a d'autres. J'ai pris là quelques exemples qu'on maîtrise relativement bien parce qu'on va les trouver sur l'étal. La limande était une espèce qui avait sa limite nord, au nord du golfe de Gascogne environ. Elle a complètement disparu dans les années 90. On ne trouve plus de limande dans le golfe de Gascogne aujourd'hui. Le céto, par contre, qui lui avait sa limite sud... on en trouvait déjà en Gironde et dans les pertuis charentais au début des années 70. À l'échelle du golfe de Gascogne, on ne le trouvait pas au nord.
Il a beaucoup évolué, vous avez sans aucun problème du céto que vous pouvez trouver jusqu'au Morbihan aujourd'hui. Il devient très significatif dans les captures au niveau de la Vilaine, et donc il a beaucoup augmenté dans le golfe de Gascogne. La plie, elle est proche de sa limite sud, elle avait quasiment disparu à la fin des années 90, on a quelques années froides récentes où elle revient. La plie aussi, elle était très très proche de sa limite sud dans le golfe de Gascogne. Par contre, la sole, vous en trouvez du Sénégal jusqu'en Baltique. Donc on ne note pas d'évolution marquée. Là, j'ai pris une période temporelle qui est un petit peu petite. Si on prend un petit peu plus long, on voit qu'on n'a pas vraiment d'évolution. La sole fluctue sans évolution. Et sur 12 espèces de poissons plats dans le golfe de Gascogne, qu'on les mange ou qu'on ne les mange pas, il y a 20 espèces qui ont eu une évolution depuis les 3 dernières décennies en termes d'abondance. Il y a 6 espèces nord qui ont régressé, il y a 6 espèces sud qui ont augmenté. Donc c'est vraiment un pattern complètement équivalent à celui du réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'on n'a même pas de contre-exemple, parce qu'on a d'une manière générale, quasiment à chaque fois, on va trouver un contre-exemple qui vient nous embêter. Là, on n'en a même pas. On a vraiment quelque chose d'assez général, c'est-à-dire que les poissons du nord régressent et les poissons du sud augmentent. Pour l'exploitation, ça va engendrer quoi comme problème? Eh bien, j'ai pris ici 2 photos. Ici, vous avez un étal de poissons à Bergen. Alors là, il faut enlever le saumon parce que lui, il vient d'élevage, donc ça ne compte pas. Vous avez du hareng et de la morue. Et puis, vous avez ici, la photo passe pas très bien, un étal de poissons à Accra au Ghana. Et là, vous avez environ 70 espèces qui sont commercialisées. En fait, c'est ce qu'on voit dans l'océan. C'est qu'on a plus d'espèces, mais de plus petite taille au sud, et moins d'espèces, mais plus grosses au nord. Et donc, a priori, cette évolution avec la remontée des espèces sud et la régression des espèces nord donne plutôt moins d'espèces d'intérêt halieutique, mais surtout de fortes baisses de pertes de production aux basses latitudes. On a les espèces qui montent pour échapper au réchauffement, on a la production qui est plus faible, et donc aux basses latitudes, on a vraiment beaucoup de régression avec un gain possible aux hautes latitudes. Alors si on regarde ce que ça va donner pour l'exploitation, on retrouve un parallèle complet avec ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur les peuplements, c'est-à-dire qu'on pêche ce qu'il y a dans la mer, a priori, jusqu'à preuve du contraire. Donc on a des incertitudes qui sont le scénario d'évolution des émissions de CO2, mais néanmoins on voit vraiment une augmentation dans les zones de haute latitude et une diminution dans les zones de basse latitude. On retrouve pour l'exploitation ce que trouve pour les peuplements, ce qui est parfaitement naturel. Alors les problèmes que ça va poser, ce dont on est certain, c'est qu'on a donc des changements dans les débarquements de la pêche. En qualité, en quantité. En qualité, c'est certain. En quantité, on n'a pas de consensus sur les captures globales. Est-ce que vis-à-vis du changement climatique, les captures globales au niveau planétaire vont changer? On ne peut pas le dire. Par contre, il y a des inquiétudes pour l'approvisionnement en protéines animales des pays du Sud. C'est-à-dire qu'il y a un quart de l'humanité, un petit quart de l'humanité aujourd'hui qui dépend pour plus de 20% de leur rapport en protéines animales des produits de la mer. Et donc ça donne des pays extrêmement vulnérables, notamment si vous prenez un pays comme le Ghana, il doit être à 35 ou 40% de protéines animales d'origine marine. Et donc il y a des évolutions extrêmement néfastes sur la production de ressources halieutiques par des pays dont la sensibilité à ces approvisionnements sont très forts. Alors localement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer pour les pêches bretonnes? Alors en qualité, on a les mêmes changements d'espèces dont je vous ai déjà parlé. On a vu des augmentations sensibles sur les dernières décennies, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, du Saint-Pierre, du Rouget, des encornets par exemple. L'aigle-fin, lui, c'est le contre-exemple, c'est une espèce du nord qui augmente, donc là, il y a toujours un exemple pour nous embêter, c'est lui. Et puis des disparitions ou des régressions très importantes d'espèces nord qu'on trouve plus ou qu'on trouve moins. La plie l'aliment dont je vous ai parlé, l'aliment a disparu, la plie est quasi anecdotique aujourd'hui. Des espèces qui régressent beaucoup, la crevette grise, où sa limite nord, on est vraiment là extrêmement limite. Et puis la morue qui a beaucoup régressé aussi. Mais alors en quantité, il n'y a pas de changement de production avéré ni prévu. Quand on s'intéresse au tonnage ou à l'économie, on n'est pas capable de chiffrer globalement une évolution sur les pêches bretonnes liées au changement climatique. On est parfaitement capable de dire que ça va changer, on ne débarquera pas à la même chose, le panier de la ménagère locale ne sera pas le même. Mais par contre, est-ce qu'il sera plus petit ou est-ce qu'il sera plus grand? Ça, on ne le sait pas. Donc le dernier point dont je voulais vous parler sur les effets, ça concerne l'acidification. Donc l'acidification de l'océan, l'acidité de l'océan qui augmente.
ce qui peut provoquer plein de phénomènes. On sait que par exemple sur des coquillages comme les moules et les huîtres, ça peut baisser leur capacité à générer de la coquille, ça peut engendrer des mortalités. Mais on n'est pas capable aujourd'hui d'avoir un effet réel quantifié de l'effet de l'acidification. Il y a beaucoup de travaux sur l'acidification. Les résultats pour l'instant ne sont pas très probants. On ne sait pas si ça va réduire ou stimuler la photosynthèse et la production végétale. Sur le plancton, sur les mollusques, sur les échinodermes, on a des interrogations. C'est assez compliqué sur leur capacité d'adaptation. Il y a d'énormes inquiétudes sur les récifs coralliens, mais pour le reste, c'est extrêmement incertain. On ne sait pas si ça va bouleverser la vie marine, peut-être, avoir des conséquences illimitées, peut-être. On est en pleine incertitude, on n'a pas les réponses à ces questions aujourd'hui. Donc si je dois dresser un bilan sur les conséquences de ces évolutions pour les ressources marines, la biogéographie de la production va bouger. On a une dérive nord, donc pour l'hémisphère nord, une dérive polaire en tout cas, qui va énormément évoluer. Un mélange entre des évolutions de production végétale, la répartition des espèces qui va bouger, l'exploitation qui va bouger en même temps. Par contre, les niveaux globaux, on n'est pas vraiment capable de répondre. Et l'acidification, c'est la grande question. Il y a beaucoup de recherches dessus aujourd'hui. Mais on n'est pas capable de donner un diagnostic sur des conséquences. On voit des phénomènes, mais on n'est pas capable de donner un diagnostic sur les conséquences. Alors maintenant, pour terminer cet exposé, qu'est-ce qu'on peut faire finalement? Qu'est-ce qu'il est possible de faire en termes de gestion? Alors vous avez une courbe ici qui peut paraître un petit peu compliquée, qui est l'évolution avec la pression de pêche de la biomasse qui va diminuer systématiquement. Vous avez toujours beaucoup plus de poissons quand on ne pêche pas. Et puis voilà les captures qui atteignent un optimum, qui est un peu cet objectif qu'aujourd'hui on essaye d'obtenir dans les pêches européennes, qui est de pêcher à ce qu'on appelle le rendement maximal durable, donc c'est-à-dire d'essayer d'adapter la pression de pêche à des captures potentiellement maximales. La surexploitation est importante au niveau mondial. Ici, vous avez environ un quart des espèces qui sont surexploitées ou qui commencent à s'améliorer après avoir pratiquement disparu. Les espèces pleinement exploitées, c'est environ 50% aujourd'hui, et les espèces en développement ont beaucoup régressé. C'est-à-dire que la transition entre l'après-guerre et aujourd'hui, on a gardé à peu près ce quart d'espèces, cette proportion d'espèces pleinement exploitées, parce que les espèces surexploitées ont beaucoup augmenté. Les espèces en développement, il n'y en a plus aujourd'hui. On est allé absolument partout pêcher où on pouvait développer. On ne développera plus la pêche aujourd'hui. Alors qu'est-ce que ça va faire d'interagir entre ce que je viens de vous expliquer sur l'effet de la pêche et l'effet du climat? Donc voilà cette courbe qui est un petit peu qu'est-ce qu'on peut capturer en fonction de l'effort de pêche. Si on met un effort de pêche très fort, finalement on réduit beaucoup trop les ressources pour pêcher bien, on peut caler un effort optimal qui donne une capture optimale. Et en fait, avec l'effet du climat, eh ben, cet optimum il bouge. C'est-à-dire que la pression de pêche fait évoluer la relation entre les captures et donc cette pression, mais on a ce niveau, disons, d'adéquation entre la pêche et la pression de pêche et les captures, qui dépend finalement des conditions climatiques. Ce qu'on voit pour l'aigle fin, typiquement, c'est que dans des années favorables, vous avez cette courbe qui s'ajuste relativement bien. Si on pêche trop, il y en a moins. Si on pêche moins, il y en a plus. Mais on a deux niveaux d'ajustement qui sont les années favorables et les années défavorables. Et donc, quelque part, eh bien, est-ce qu'on peut dédouaner la pression de pêche d'évolution de ressources? C'est absolument certain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accuser les pêcheurs d'avoir pêché la dernière limande du golfe de Gascogne. Ça n'aurait aucun sens. Ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Maintenant, ça veut dire que les captures, il faut les adapter à la production de la ressource réellement. Et si cette production elle évolue avec le climat, la variable d'ajustement, ça reste le taux de capture qu'il est possible de réaliser. Et il y a beaucoup de gens qui ont étudié, et c'est devenu un sujet assez récurrent, la relation entre l'effet de la pêche et l'effet du climat. Et donc ça a été fait toujours chez notre souris de laboratoire qui est la morue. Et donc vous avez plein de populations de morues à l'échelle, qui sont évaluées à l'échelle de l'Atlantique Nord. Et donc on voit que quand la biomasse féconde, quand le stock est en bonne santé, que vous ayez des mauvaises ou des bonnes conditions climatiques, bon, quand le climat est bon, il y en a un peu plus, quand le climat est moins bon, il y en a un peu moins, mais ce n'est pas un effet extrêmement sensible. Quand la ressource est en mauvais état parce qu'elle a été surexploitée, l'effet du climat est beaucoup plus fort. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très marqué, c'est-à-dire qu'une ressource surexploitée, elle réagit de façon beaucoup plus forte aux aléas climatiques. Ça s'explique de façon assez simple, en fait. Vous avez ici la structure en nage de la morue norvégienne.
aujourd'hui, enfin, pardon, après-guerre et aujourd'hui. Donc après-guerre, on s'arrête là, on pêchait des morues de 20-30 ans sans aucun problème. Vous aviez beaucoup moins de petites morues que vous n'en aviez de grandes. Et puis aujourd'hui, on voit cet optimum qui est autour de 6-7 ans, la morue norvégienne n'étant pas du tout la plus exploitée qu'on puisse trouver. Et puis il n'y a plus de grands. Et donc s'il n'y a plus de grands, il n'y a plus de vieux individus, il n'y a plus que de jeunes femelles matures. Et les jeunes femelles matures, elles ont une période de ponte qui est beaucoup plus restreinte que celle des vieilles femelles matures. Et de ce fait, on a une saison de ponte qui est plus faible. Et ça va engendrer, avec une conjoncture avec d'autres phénomènes, on a une sensibilité au climat qui est beaucoup plus forte. La saison de ponte est plus faible, donc ça veut dire qu'on a une plus forte sensibilité aux conditions climatiques. En plus, donc, quand on baisse la biomasse féconde, on va baisser aussi la zone de répartition de l'espèce. Et si la zone de répartition de l'espèce est plus faible, on a moins de chances de tomber sur des conditions climatiques différentes. Et donc la sensibilité à l'environnement va être plus forte. En plus, ce qu'a fait la pêche, et dont je n'ai pas le temps de vous parler aujourd'hui, c'est qu'on a commencé par pêcher les grands prédateurs et qu'on a eu tendance à réduire les chaînes alimentaires marines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plutôt, si on regarde l'exemple de la mer du Nord, est assez frappant, on pêche toujours les mêmes tonnages qu'il y a 50 ans, mais au lieu de pêcher de la morue, on pêche du lançon. C'est-à-dire qu'on pêche la proie des morues. On a pêché les morues, il n'y en a plus, et donc ces proies se développent et maintenant on pêche ces proies. Et en fait, les petits poissons, type petits pélagiques notamment, ont une durée de vie plus courte. Et donc ce qui fait que les poissons que vous trouvez dans la mer dépendent beaucoup plus de ceux qui sont nés dans l'année que si vous êtes sur un nombre de populations de poissons qui vivent beaucoup plus longtemps. Et qui, si vous avez un poisson qui vit en moyenne une trentaine d'années, eh ben chaque année, vous ne rejouez pas au poker avec le nombre de poissons qui naissent dans l'année. Donc la variabilité est lissée, c'est-à-dire que le nombre de poissons, c'est la moyenne des poissons qui sont nés sur les 30 dernières années. Si vous avez un poisson comme l'anchois qui vit uniquement 2 ans, la première année, vous ne pouvez pas le pêcher parce qu'il est trop petit. La troisième année, tous les anchois sont morts. Donc, c'est-à-dire que les anchois à 2 ans que vous pêchez, ce sont tous les anchois qui sont nés il y a 2 ans. Donc, la sensibilité au climat du stock est beaucoup plus importante, bien entendu. Et de ce fait, on a une sensibilité au climat qui est beaucoup plus forte quand on a une exploitation plus importante. Et donc, le risque augmente de voir des effondrements, c'est-à-dire que dans une situation où on a un stock en bonne santé, il varie en fonction des conditions climatiques. Dans des situations où on a un stock surexploité en mauvaise santé, les variations sont beaucoup plus fortes avec des risques d'effondrement. Donc en conclusion, le climat influence les écosystèmes, à la fois le réchauffement va influencer les écosystèmes, l'acidification probablement, sauf qu'on n'a pas des idées extrêmement précises de ce qui se passe. En réponse au réchauffement, on a ce dont je vous ai beaucoup parlé, parce que ça se voit très bien au niveau planétaire et ça se voit aussi au niveau de l'ouest, du nord-ouest de la France. On a une dérive vers les pôles de la production et une dérive vers les pôles aussi des ressources et de leur exploitation. Donc on a un effet de ces 20 km par an d'augmentation qui est extrêmement néfaste pour les pays en voie de développement et qui engendre, notamment dans le nord-ouest de la France et en Bretagne, des changements qualitatifs locaux importants de ce qu'on peut débarquer. On a des incertitudes sur les niveaux globaux, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si ces évolutions elles sont globalement positives ou globalement négatives. C'est vrai pour la production végétale, c'est vrai pour la production par la pêche. Mais par contre, on est certain des variations locales et donc de l'évolution des espèces. Il reste de grandes incertitudes sur les effets de l'acidification. Vraiment, je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas raisonnable de dire qu'on est capable de répondre à cette question et sur ce que ça va faire, ni dans un sens ni dans l'autre. Et les effets donc, des changements climatiques sont exacerbés par la pression de pêche, c'est-à-dire plus un stock est exploité, plus la sensibilité aux effets du climat sont importants. Donc ça veut dire que, quelque part, la variable d'ajustement, c'est les contraintes liées à l'action humaine. On est obligé d'intégrer les effets du changement climatique dans la gestion des pêches. Si on a des espèces, et c'est le cas aujourd'hui pour le rouget barbet, par exemple, qui devient une espèce extrêmement structurante, des pêches en Manche, qui était anecdotique pour voir inexistant il y a une vingtaine d'années encore, eh bien on adapte la pression de pêche en autorisant des volumes de capture beaucoup plus importants. Par contre, il y a des espèces qui diminuent, et donc ça veut dire qu'on peut en pêcher moins, indépendamment du fait que ce n'est pas la pêche qui est responsable de leur évolution. Alors ces effets du changement climatique et de l'exploitation par la pêche, ils sont pour le moins additionnels, voire multiplicatifs. Généralement, il y en a un qui entraîne l'autre. Et sur toutes les espèces qu'on a vues disparaître avec des crashs extrêmement importants, comme la morue du Canada, par exemple, mais ce n'est pas le seul exemple comme ça, il y a aussi pas mal d'exemples comme l'anchois du golfe de Gascogne au début des années 2000. Systématiquement, quand vous voyez une espèce s'effondrer brutalement, il faut 2 phénomènes qui se conjuguent. Il fallait que le taux d'exploitation soit trop fort et il faut des conditions climatiques défavorables.
on n'a jamais vu d'effondrement d'espèces sans mélanger les deux aspects depuis un siècle. Systématiquement, pour qu'une espèce aille directement dans le mur et qu'on voit un effondrement avec une... On n'a pas d'éradication des espèces marines, mais qu'on voit qu'elles tombent à un niveau infiniment plus bas que le niveau où elle était précédemment, c'est qu'on a une conjonction de ces deux phénomènes. Vous aviez de la surexploitation, vous rajoutez 1 ou 2 années climatiques défavorables dessus, et l'espèce va dans le mur, et après elle peut mettre très très longtemps à revenir. Pour le cas de l'anchois, il a beau avoir une durée de vie de 2 ans, ça a mis 5 ou 6 ans avant qu'on retrouve des conditions correctes dans le golfe de Gascogne. Donc il n'y a pas de solution marine. Les effets du changement climatique peuvent en partie être responsables, et en grande partie responsables de l'évolution des ressources. Ce n'est pas systématiquement lié à l'exploitation, mais on ne peut qu'adapter la pêche à ces changements. On ne peut pas adapter les changements climatiques à la pêche, ce n'est pas possible. Et donc il faut s'adapter aux changements d'espèces et de capacité des écosystèmes. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie. Première question, donc, dans la Méditerranée, les poissons sont piégés à moins de trouver la sortie à Gibraltar. Est-ce qu'on peut installer un observatoire des migrations à ce niveau-là? Alors, il y a énormément d'études sur les changements climatiques des poissons qui se font en Méditerranée aujourd'hui. Je dirais que moi je vois le biais dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez plus d'un tiers des espèces, je crois que c'est 40%, mais je ne serai pas complètement affirmatif sur le taux, d'espèces qui sont ce qu'on appelle de la faune lessepsienne en Méditerranée. Et ce nom vient de Ferdinand de Lesseps qui a en fait percé le canal de Suez, même s'il ne l'a pas fait tout seul. C'est-à-dire que les espèces sont remontées, et donc on a dans les espèces structurantes qu'on va trouver en Méditerranée aujourd'hui, dans les grands prédateurs, vous descendez, que ce soit en Crète, en Corse, vous tombez très rapidement sur du barracuda par exemple. Et alors, est-ce que Gibraltar bloque les espèces pour les révolutions? Ben non, parce qu'on trouve du barracuda aussi sur les côtes ouest africaines qui est redescendu dans l'autre sens. Il y a ce phénomène de blocage pour des espèces de grande profondeur, parce qu'on a un seuil à Gibraltar qui est relativement haut par rapport à la profondeur moyenne de 4000 mètres. Pour la plupart des espèces, je ne pense pas que Gibraltar constitue une frontière. Mais c'est vrai que le changement d'évolution, l'évolution des espèces en Méditerranée, c'est quelque chose, quand on mélange réchauffement climatique et percement du canal de Suez, c'est quelque chose d'assez hallucinant en changement d'espèce, effectivement. Et il y a aussi un animal qui migre vers le sud, c'est le crabe sibérien qui descend le long des côtes norvégiennes. Donc il va à l'envers, celui-là. Alors lui, il va à l'envers. Au départ, c'est un crabe du Pacifique. Et c'est un crabe du Pacifique qui était le plat préféré de je ne sais plus quel tsar de Russie. Et pour l'avoir plus près, il l'a implanté en fait à Saint-Pétersbourg. Alors, comme toutes les espèces invasives qui ne rencontrent pas de prédateurs, lui se développe et ça ne lui pose pas vraiment de problème de descendre, effectivement. Il ne rencontre pas forcément de compétiteurs. Moi, je reste extrêmement perplexe sur ce problème-là. Je pense que éradiquer ce problème est assez simple. Si vous prenez une flottille de fileyeurs de Roscoff ou de Mogariec, je pense qu'ils en ont pour 2 ans. Hein, chaque pêcheur est capable de mettre 60 km de filet. Il y a aussi une volonté de ne pas en pêcher beaucoup pour garder un marché d'une chair extrêmement riche. Donc quand on parle de l'alarme, il y a beaucoup d'espèces invasives qui sont difficiles à contrôler. Je vous entendais évoquer la crépidule tout à l'heure. On a 1 million de tonnes dans le golfe normand-breton. Quelque part 250 000 tonnes dans la baie du Mont-Saint-Michel. Ça va devenir très compliqué. On peut essayer de contrôler, mais en tout cas, on ne la fera pas disparaître. Des espèces comme ça, je pense qu'il y aurait vraiment moyen de le contrôler, mais c'est une conjonction des faits. C'est une poule aux œufs d'or pour les gens qui disposent des quotas, qui ne souhaitent pas qu'ils augmentent. Et donc pour l'instant, c'est une espèce qui se développe effectivement. Si on voulait s'en occuper, je pense que ça pourrait aller assez vite par contre. Bonjour. Quelle est la production actuellement mondiale de poissons en millions de tonnes? De la pêche? Oui. Pêche, on est à 82 millions à peu près. Ça n'a pratiquement pas évolué depuis 25 ans. La pêche, on est autour de 80. Alors, ça, c'est la pêche quand on enlève le poisson illégal, non déclaré, etc. Sinon, on est peut-être aux environs de 110. Sachant que sur l'alimentation humaine, vous avez sur le poisson qui est pêché en mer, vous en avez un tiers qui sert à faire de la farine pour élever du poisson. C'est-à-dire que vous faites de la farine que vous donnez à des crevettes et la partie huile que vous pressez à partir des graisses, vous la donnez à des saumons. Je schématise, mais c'est à peu près ça qui se passe dans le marché mondial. Et donc, ça veut dire qu'il va rester pour l'alimentation humaine à peu près 55 millions de tonnes et que l'aquaculture compense
pour l'augmentation de la demande. On est pratiquement dans l'année où l'aquaculture va devenir équivalente à la pêche pour produire de l'alimentation humaine. Mais dans le milieu marin, la pêche reste extrêmement dominante. L'aquaculture marine se développe, mais très lentement, à la différence de l'aquaculture d'eau douce. Et donc la pêche, avec ses 80 millions de tonnes, dont 2 tiers pour l'alimentation humaine, reste grandement majoritaire, mais à un niveau stable depuis la fin des années 80. Oui, alors parlons-en un petit peu, si vous voulez, de l'aquaculture, parce que je fais partie des tout premiers qui ont fait l'élevage de crevettes japonaises en France. Et on en est vite revenu parce qu'on s'est rendu compte que c'est une aberration. On va enlever des protéines de la mer pour donner aux crevettes. Et on sait qu'il y a une perte considérable de protéines entre-temps. Donc, il serait beaucoup plus simple seulement de prendre des protéines, faire du surimi par exemple, et donner directement à l'humain plutôt que de passer par la chaîne pour se grandir des crevettes. Et c'est pas ça que je voulais dire. Vous avez dit donc 82 millions donc, de tonnes de production. C'est le maximum qu'on puisse faire. On pourra en faire plus de toute façon, puisque ça vient, c'est basé sur le phytoplancton. On peut faire un peu plus parce que aujourd'hui, vous avez une amélioration extrêmement sensible dans les eaux européennes, notamment les eaux françaises, des niveaux d'exploitation. Globalement, on n'est pas encore à l'équilibre, mais on est en effort de pêche par rapport à l'effort maximum durable. On est à 30% en plus, on était plutôt à 100% en plus il y a encore 10-15 ans. Donc on va assez rapidement vers une solution qui est bien meilleure. Si vous diminuez la pêche, vous êtes capable de pêcher un petit peu plus. Ça peut paraître paradoxal ce que je veux dire, mais en tonnage, si je reprends les courbes que je mettais à l'origine, c'est-à-dire qu'on était en Europe, on était pratiquement à ce niveau-là, on est aujourd'hui ici. Et donc, quelque part, en réduisant le taux de pression qu'on fait exercer par la pêche, on est capable de pêcher un petit peu plus. Et on pourrait, a priori, augmenter de 15-20% ce niveau. Mais on est dans la marge d'incertitude par rapport à la pêche illégale, etc. Donc ça va pas, on ne peut pas donner des chiffres extrêmement précis. Mais on est capable, dans une pêcherie bien gérée aujourd'hui, en diminuant énormément l'effort de pêche, c'est-à-dire le temps passé en mer, la longueur de filet, etc., se retrouver avec, à terme, beaucoup moins d'efforts de pêche déployés et un petit peu plus de capture. Oui, bon, on va de toute façon arriver un jour à un seuil. Oui, bien sûr. Et comme la population mondiale augmente, la demande va augmenter, mais oui. on sera rendu à un seuil de toute façon. Les 7 kg par habitant, là, pour les soutenir aujourd'hui, c'est l'augmentation de l'aquaculture qui le permet. Ça doit être la dernière activité qui a un taux de croissance à l'échelle mondiale de 7% par an depuis. Avec les téléphones portables, vous allez me dire, mais sur les 20 dernières années, il n'y a pas d'autre activité historique, on va dire, qui a un taux de croissance de ce niveau-là. Et c'est ce qui permet de maintenir à peu près le taux d'alimentation. Ça n'ira pas loin de toute façon. Ça ira probablement pas. On va être coincé. On va être coincé. Alors ça s'améliore beaucoup. Pour faire 1 kg de saumon aujourd'hui, il fallait 7 kg de poisson il y a encore 10-15 ans. On est rendu à un petit peu moins de 3 là. 3 kg de poisson pour faire 1 kg de saumon. Ça s'améliore, on améliore un petit peu ce taux de rendement, mais on va plafonner. On l'améliore surtout au niveau mondial en produisant du poisson herbivore. Je ne suis pas sûr que vous ayez envie d'en manger, mais a priori, il y a toute une partie de la population mondiale qui vont manger du tilapia, de la carpe koi, etc. Et donc ça, c'est du poisson qui est nourri essentiellement avec du végétal, dans les rizières notamment. Et donc avec ce type de... On arrive pour l'instant, c'est surtout comme ça qu'on augmente l'aquaculture qui permet de satisfaire la demande aujourd'hui, c'est de l'aquaculture d'eau douce, c'est pas de l'aquaculture d'eau de mer, qui augmente pas très rapidement du tout. Mais à coup d'antibiotiques aussi, quoi. À coup d'antibiotiques aussi, oui. Ça, c'est triste. Voilà. Oui, bonsoir. Dans les études que vous montrez, là, depuis le début, vous parlez, on voit qu'il y a beaucoup d'études sur les espèces comestibles, en fait, les espèces qui nous intéressent, nous, l'homme, et les observations reposent beaucoup là-dessus. Or, est-ce qu'on ne fait pas une erreur? Parce que est-ce que, par exemple, par site, par biozone, par biocénose, est-ce qu'on fait des observations sur les fluctuations de la biodiversité et les effets du réchauffement sur la biodiversité? Ça, c'est une question. Et puis, j'en ai une autre, qui n'est pas une question, c'est une remarque. C'est que vous avez parlé d'espèces invasives et il me semble avoir noté qu'aujourd'hui on parle plus rarement d'espèces invasives que d'espèces autostoppeuses, puisque dans la plupart des cas, dans la nature, il n'y a pas d'espèces invasives, il n'y a pas d'espèces qui se multiplient à l'infini en se déplaçant elles-mêmes
en migrant elles-mêmes. Et par contre, on observe que les espèces, c'est souvent l'homme qui vient les déplacer avec la mondialisation et qui crée des multiplications, mais il me semble avoir noté qu'on parle plutôt d'espèces autostoppeuses aujourd'hui. J'essaierai d'y revenir si je peux. Aujourd'hui, les études prennent en compte la biodiversité. Il n'y a pas de problème sur les 20 dernières années à peu près où il y a des travaux sur le réchauffement climatique qui ont, disons au moins les 15 dernières où ça s'est bien développé. On prend en compte l'ensemble des biocénoses, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, si on veut avoir des séries un petit peu longues, ça va être basé sur des captures commerciales, sur du retour avec de l'historique comme ça, où on n'a pas des observatoires de zooplancton qui datent de plusieurs... Le seuil, il est à peu près à 3 décennies. Ça fait 3 décennies qu'il y a des missions océanographiques qui essayent d'évaluer ce qu'on va réellement trouver en termes de production vivante des différents compartiments dans la mer. Donc je dirais que depuis les années 80, il n'y a pas de problème. Si on veut avoir une perspective un peu plus ancienne, on n'a pas de données sur autre chose que les espèces commerciales. Ça, c'est certain. Alors sur les espèces invasives, effectivement, c'est généralement la médiation de l'homme. Si une espèce est originaire du milieu, elle a forcément trouvé un équilibre par rapport au reste des biocénoses. Alors on peut perturber cet équilibre et avoir des proliférations auxquelles on ne s'attendait pas. Naturellement, on n'a pas importé des ulves, mais on a créé des conditions pour qu'il y ait des marées vertes. Par contre, les espèces invasives sont généralement implantées par l'homme, effectivement, avec 2 causes notamment. Il y a beaucoup d'invasions en milieu marin et surtout en milieu côtier. 2 causes principales qui sont les transferts de coquillages, d'une part, qui ont été une grosse cause d'invasion, et puis les eaux de ballast des bateaux. Les eaux de ballast et le fouling, enfin le mélange entre les deux. C'est-à-dire que le fouling, les eaux de ballast qui permettent de transporter des stades larvaires, et puis le fouling qui va transporter des coquillages adultes. Mais effectivement, on ne peut pas avoir, sauf perturbation extrêmement forte, on peut considérer par exemple que la prolifération du homard après la Mococadise, c'est une espèce invasive pendant quelques années, parce qu'on avait fait place nette sur l'ensemble des côtes de Bretagne Nord, et c'est une espèce qui a une capacité à se développer dans des zones vierges beaucoup plus rapidement que les autres, donc il l'a fait. Mais si on n'a pas de perturbation comme ça, les espèces sont à peu près en équilibre. Et donc c'est en introduisant de nouvelles espèces qui n'ont pas trouvé de prédateurs qu'on peut avoir ces phénomènes d'invasion qui normalement n'arrivent pas avec des espèces qui ont trouvé dans leur équilibre depuis l'histoire de la vie. Donc on n'a pas subitement normalement une invasion d'espèces natives, on va dire. Il faut les implanter par soi-même pour que ça arrive. Oui, je voudrais vous poser une question à propos des déchets. Quelle influence auront les déchets plastiques sur la production du poisson dans quelques années? Les déchets plastiques, je suis incapable de vous répondre. Il y a un certain nombre d'espèces particulièrement fragiles, comme les tortues, pour lesquelles ça va poser des problèmes. Après, sur les poissons directement, je pense que les déchets plastiques, au moins on les voit. Aujourd'hui, on a je pourrais vous répondre sur les micropolluants de façon particulièrement avérée. On a des diminutions d'espèces qui sont extrêmement importantes à cause de la pollution. Alors ça se voit bien sur les zones de déversement ou vraiment l'embouchure des estuaires. Il y a eu beaucoup d'études en estuaire de Seine, par exemple, sur les niveaux de mortalité, sur les croissances plus faibles. Mais on a aussi des problèmes qui viennent du fait que les espèces marines, beaucoup d'espèces marines, et notamment les poissons, n'ont pas de sexe différencié. C'est le même organe qui fait le sexe féminin et masculin. Et donc on a avec pas mal de produits aujourd'hui comme des rejets hormonaux, les nouveaux pesticides qui sont plutôt à effet hormonal, comme les pesticides qu'on considère. Enfin, on avait des pesticides persistants. On a bien vu que ça posait des gros problèmes. On a essayé d'utiliser des pesticides non persistants, comme le glyphosate par exemple, donc on métabolise et qui agissent par un effet hormonal. Et là, il y a des gros problèmes de transsexualité chez les animaux marins, sur lesquels je ne pense pas qu'on ait d'évolution extrêmement probante à l'échelle des populations. Par contre, des populations ou des stocks marins qui ont, pour une phase de leur vie, une vie extrêmement côtière, il y a des problèmes de mortalité extrêmement importante des jeunes liés aux contaminations chimiques trop élevées. Ça se voit, ça c'est avéré. Pour le plastique, oui, ben le microplastique, ça reste des particules. Je ne pense pas qu'on ait aujourd'hui d'évaluation probante. On ne sait pas. On ne sait pas. Il y a des études anglaises quand même qui ont indiqué qu'on retrouvait justement des gens en plastique. Ah non, mais qu'on les retrouve, c'est certain.
il n'y a aucun problème là-dessus. On retrouvait des granules de rejets industriels il y a une trentaine d'années. On va en retrouver dans la chair. Les conséquences sur la dynamique des populations et sur leur renouvellement, je ne peux pas répondre à votre question. C'est pas étudié. Je pense que ça l'est, mais... La FAO indique qu'il faut diminuer justement le plastique dans la chaîne alimentaire et chez les poissons. Alors, il y a deux inquiétudes quand on parle de polluants. Est-ce que les poissons vont continuer à se renouveler et est-ce que c'est une bonne idée de les manger? Aujourd'hui, vous avez l'OMS qui dit que les femmes enceintes ne doivent pas manger d'espadons à cause des contaminations en mercure. Donc vous avez les deux aspects. Si vous voulez faire peur à quelqu'un de la Direction générale de l'alimentation au ministère de l'Agriculture, vous lui parlez de contaminants et produits de la mer. Et globalement, ils ne sont pas du tout sereins là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des mesures qui ont été prises sur des nouvelles exploitations. Ça a été fait par exemple quand on a commencé à exploiter le bulot dont on parlait tout à l'heure en baie de Seine. Ils ont dit non, au niveau cadmium, on ne peut pas exploiter ça. Mais quand une ressource est exploitée depuis très longtemps dans une zone, l'interdire pour des problèmes de contamination, c'est un petit peu plus compliqué. Ça a été fait pour la sardine en baie de Seine à cause du pyralène il y a 2 ans. Elle est interdite l'été maintenant d'exploitation, ce qui n'a pas été sans conséquences économiques. Mais les conséquences des micropolluants et des xénobiotiques, donc dissous ou adsorbés dans l'eau, on les connaît. Spécifiquement pour le problème du microplastique, je ne pense pas qu'il y ait de... Alors, quand on commence à faire ce qu'on va appeler de l'écotoxicologie, à étudier les effets en laboratoire, on voit des choses. Réussir à transférer ça à l'échelle du renouvellement des espèces dans la mer, c'est beaucoup plus compliqué, ça prend plus de temps. Je ne suis même pas sûr que il y a 10 ans, on savait que le microplastique allait être un problème. On voyait du gros plastique, on ne voyait pas que ça faisait des petites particules. Et donc on n'en est encore pas à évaluer les conséquences que ça peut avoir. On les voit au microscope, tout à fait. Il y a un exemple qui est intéressant dans les interactions entre ce que fait l'homme et le réchauffement climatique. Les ostréiculteurs, ils doivent bien connaître. On a une espèce de prédateur aux huîtres naturelles ici, c'est le Sénébra, c'est un petit murex. Et puis, il y a dans les années, je crois 97, chose comme ça, par accident, on a introduit un autre murex, qui est un murex à l'origine japonais, qui est le Cinebrella, et qui s'est retrouvé dans les parcs à huîtres de Bordeaux. Mais qui n'a pas bougé. Pendant 10 ans, il était là, il végétait, il s'est pas reproduit, très peu, juste ce qu'il faut, mais il a végété. C'était toujours le Sénébra qui tenait le haut du pavé en tant que prédateur des huîtres. Et puis avec les augmentations de température de l'eau, tout à coup, le Cinebrella, il a trouvé ces températures qui lui convenaient. Ça illustre aussi ce que vous avez dit tout à l'heure. Et puis là, il s'est mis à proliférer. Alors aujourd'hui, il y a 3-4 ans, il était arrivé ici, là. Maintenant, il est arrivé dans la Manche. Et là, au fur et à mesure, il remonte, il remonte, il remonte. C'est un exemple typique d'interaction entre ce que l'homme est en train d'amener et puis des espèces qui sont prédatrices ou qui sont, comme vous dites, invasives à cause de nous, mais qui attendent dans leur coin, terrés, et puis pour dire que le réchauffement se fait, qui se manifestent. Oui, sur la crépidule, l'exemple est assez flagrant, puisqu'on dit qu'elles sont arrivées avec les Liberty Ships, c'est pas vrai. Les crépidules sont arrivées avec des transferts d'huîtres liés aux grandes mortalités du début du XXe siècle, et elles ont proliféré. Si on regarde les proliférations de crépidules, ça fait 2-3 décennies que ça prolifère. Ça ne proliférait pas avant. Donc de toute façon, qu'on pense à l'arrivée au début du XXe ou qu'on pense à l'arrivée au milieu du XXe, ça ne change pas grand-chose. Si on regarde la prolifération de la crépidule, c'est quelque chose qui doit dater de moins de 30 ans aujourd'hui. Il y en avait. Il y a encore des zones où elle ne prolifère pas. Il y en a entre les Glénans et la côte, par exemple, un petit peu, et elle reste à peu près stable. Mais il y a des zones où ça prolifère vraiment, mais ça ne date pas de la période d'infestation. C'est arrivé avec un délai beaucoup plus important, effectivement. C'est arrivé, donc c'est les premiers recensements de crépidules, c'est début 20e à Arcachon, si je me souviens bien. Mais je ne serai pas plus catégorique. Je sais que je suis formel sur le fait que les premières, ce n'est pas les Liberty Ships. Bon alors après, est-ce qu'en baie de Seine, par exemple, la crépidule, probablement massivement arrivée avec les Liberty Ships. C'est pas à cause des Liberty Ships qu'il y a énormément de crépidules dans le Pertuis breton. Ou à Quiberon. J'ai une autre question dont j'ai du mal à comprendre. Vous avez parlé donc des eaux tropicales lointaines. Je vous pose la question. Les eaux tropicales lointaines sont peu riches en vie, donc en plancton.
Et comment expliquer alors qu'on pêche le thon en grande quantité dans les eaux tropicales? On pêche que du thon sur le tonnage global, c'est pas... Alors, vous avez déjà... Je vais essayer de reprendre, si j'y arrive, je sais plus, j'essaie de me rappeler où j'ai mis ça. Ça doit pas être très très loin. Voilà, vous avez la carte de la production primaire dans l'océan mondial. Elle a évolué, c'est certain, mais bon, ça donne une bonne idée de la représentation mondiale, de la représentation moyenne. Toutes ces zones-là, vous n'avez absolument rien qui pousse dessus, vraiment rien du tout. Pareil ici, le thon sur la captation d'énergie, je pense que le fait sur le thon de l'Atlantique Sud, vous avez le poiling du Benguela qui est ici, vous avez le poiling lié à la mousson qui est là, qui sont des zones de très très forte production côtière, mais la captation d'énergie directement au milieu de ces zones pauvres, elle ne peut pas être très importante. Mais le thon, on est à quoi? On est à, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais c'est quelque chose comme 15 millions de tonnes à l'échelle planétaire aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est 12 ou 13 millions de tonnes à échelle planétaire à reporter sur 85 millions de tonnes ou 82 millions de tonnes. Donc ça veut dire, et on pêche rien d'autre dans ces zones-là. C'est-à-dire que toutes ces zones subtropicales, déjà il y a une part de production qui va capter en passant dans des zones plus riches. Et ça fait quand même pas beaucoup pour des zones qui représentent peut-être 40% de la surface de l'océan. Effectivement, quand on tombe sur une matte, on se dit ça produit, il y en a beaucoup. Mais globalement, en rendement par la pêche, les zones tonnières, vous voyez, c'est pas énorme par rapport à ce qu'on va pêcher sur des zones de bordure. Là, vous avez les rendements, ils sont en tonnage pêché par unité de surface. C'est-à-dire, j'essaie de comprendre comment on peut se nourrir donc des milliers de thons qui sont en meute, qu'est-ce qu'ils peuvent manger. S'ils restent là, c'est qu'il y a à manger. S'ils restent là, c'est qu'il y a à manger. Bon, déjà c'est leur zone de vie, donc ils ne vont pas forcément pouvoir bouger ailleurs, mais ça ne représente pas... Il se déplace beaucoup. Le thon, il a déjà des capacités de rester en place qui sont très très faibles. C'est pour ça qu'on a du mal à l'élever. Il dépense pratiquement 50% de son énergie pour bouger et s'alimenter en oxygène. Les rendements dans les zones où on va pêcher du thon ne sont pas très forts si on les élève à l'échelle de larges provinces océaniques. Mais c'est vrai que comme ils vivent en banc, localement ils sont nombreux. Mais ils se déplacent, donc ils ne sont pas toujours au même endroit. Parce que du côté des Seychelles, ils en pêchent beaucoup quand même. Ah, ils en pêchent beaucoup. Ouais. Mais du côté des Seychelles, vous êtes en train de vous rapprocher de cette zone extrêmement productive ici. La zone où on ne pêche plus aujourd'hui parce qu'à cause de la piraterie somalienne, qui est devenue la plus grande aire marine protégée des pêches tonnières mondiales, et là vous avez une très très forte production. Liée au vent de mousson, vous avez les vents de mousson qui sont relativement constants durant toute la saison des moussons, qui engendrent là un phénomène d'upwelling exactement équivalent à celui qu'on va trouver sur le Humboldt, sur le Benguela, etc., ou sur l'Afrique de l'Ouest, avec des productions très très fortes. Donc effectivement, les Seychelles, c'est à peu près là. Vous êtes en bordure, vous n'êtes pas dans des zones si pauvres que ça. C'est une conséquence de l'upwelling. Là, ça pousse vraiment beaucoup. Ouais. Je voulais poser une question relative au thon aussi, mais au thon qui passe chez nous. On dit toujours qu'il se plaît dans l'eau à 17 degrés. C'est pour ça qu'on ne pêche plus sud au début de la saison de la pêche au thon au mois de juin, et plus nord à cette époque-ci, à la fin de la saison. Et ça, c'est parce que le poisson se plaît dans cette eau à 17 degrés ou c'est pour des raisons de chaîne alimentaire aussi? Sur le germont, là, je ne saurais pas vous répondre parce que c'est des espèces migratoires qui effectivement font pratiquement le tour de l'océan chaque année. Enfin, en tout cas, le thon rouge, lui, fait le tour de l'océan. Il revient se reproduire en Méditerranée chaque année, mais sinon, il fait le tour, il va jusqu'aux Caraïbes. Et donc, est-ce que ces migrations sont dues au fait de suivre une niche thermique ou est-ce qu'elles sont dues au fait de suivre un rythme pour aller de zones où ils trouvent à manger vers des zones où ils se concentrent pour se reproduire? Je ne suis pas capable de vous répondre de cette façon-là. Parce qu'en fait, quand on parle de la morue à 7 degrés, c'est une réalité. C'est un animal relativement sédentaire. Donc quand on dit à 7 degrés en moyenne, elle est bien sur l'année. Elle ne va pas bouger énormément, la morue. Sur des espèces comme le thon, il va beaucoup se déplacer. Et en fait, on n'a pas besoin des mêmes conditions de température au moment de la ponte et au moment du grossissement estival, par exemple, pour les espèces tempérées. Et donc c'est un peu compliqué de répondre à la question. Sur le germont, je ne connais pas le déterminisme de ces migrations qui sont effectivement assez constantes tous les ans. Pour revenir à votre souris de laboratoire, la morue, je ne sais pas si j'ai bien compris, c'est un poisson qui est en baisse quantitative. La morue? Oui. Oui, il est oui. enfin,
Ça va dépendre de l'échelle à laquelle vous vous placez. Si vous vous placez sur 40 ans, on est sûr qu'il est en baisse. Il y a pas de souci. On s'est quand même aperçu que le réchauffement de la mer du Nord et l'Atlantique Nord a perturbé quand même grandement la production de morue. Les Norvégiens s'inquiètent d'ailleurs. Alors il y a une histoire de plancton, je sais, qui ne trouve plus. Il y a les crabes aussi, les monstres. Et alors on a ce coin-là, mais il y a Saint-Pierre-Miquelon, Terre-Neuve, toute cette... Alors on a beau dire que c'est les phoques qui bouffent les petites morues, c'est étonnant. Hein. Sur Terre-Neuve, l'eau est très froide. Donc sur Terre-Neuve, si on s'intéresse uniquement au réchauffement climatique, la morue devrait se développer. Il n'y a pas de problème. Les eaux sont vraiment froides à Terre-Neuve. On a une moyenne annuelle qui doit être à 2-3 degrés. Mais là, on a eu le problème d'effondrement dont je vous parlais tout à l'heure, donc à la fin des années 80, début des années 90, avec des remplacements avec d'autres espèces, et la morue n'arrive pas à se réimplanter de façon efficace aujourd'hui. Globalement, la morue, il y en a forcément moins, puisque le stock de Terre-Neuve était tellement majoritaire, il représentait une production telle que l'effondrement de ce stock fait qu'aujourd'hui, il y a moins de morue qu'il y a 30 ans, ça c'est une évidence. Il y a des zones où elle se développe, en mer de Barents, où les Français de Saint-Malo ont des quotas pour aller pêcher d'ailleurs, et ils y vont, ils ont obtenu la label de pêche durable sur la mer de Barents là très récemment pour pêcher la morue. C'est radioactif. C'est un peu radioactif, ouais. Voilà. C'est surtout là en fait, hein, radioactivité, donc là, a priori ça va encore. J'en mangerai pas. Je voulais poser une question, c'était à propos des aires marines protégées et de tous les périmètres qui sont soumis à des plans de gestion, les zones Natura 2000 en mer, les parcs marins. Quand on voit que ça évolue de 20 km par an, ils vont vite devenir obsolètes en fait, vis-à-vis de ce qu'ils veulent protéger. Alors, comment c'est pris en compte? Est-ce que c'est vraiment intégré? Ou quand on voit les difficultés qui sont rencontrées pour mettre en place un plan de gestion au point de vue social et puis juridique, ça prend parfois plus d'une dizaine d'années. Ah oui. Comment ça va se passer? Dans le milieu scientifique, on est capable d'envisager des scénarios d'aires marines protégées évolutives en fonction des conditions. Dans la réalité, je pense que ce qui se passe en France avec l'Agence des aires marines est plutôt approprié à la protection de zones particulièrement sensibles en termes de biodiversité et puis de capacité de production, de richesse d'habitat, etc. Maintenant, cette évolution biogéographique, les aires marines protégées vont la regarder passer et il va falloir s'adapter. Ça ne va pas si vite que ça, quoi. 20 km, c'est beaucoup, mais les espèces sont plutôt étendues sur en moyenne 2000 km. Plus on va vers le nord, plus les espèces ont une extension qui est grande, et plus on va vers le sud, plus elle est petite. Cette évolution des biocénoses, elle va être suivie au niveau des aires marines protégées. Je ne crois pas qu'il y ait de façon intelligente et cohérente, hormis d'un point de vue théorique, de réussir à s'adapter très très rapidement. Mais ça pose d'énormes problèmes sur la grande barrière de corail. Par exemple, il y avait des zones qui étaient protégées, qui aujourd'hui sont soumises à des blanchissements extrêmement importants parce que c'était des zones plutôt chaudes pour du corail. Donc on fait l'effort de protéger, de restreindre les activités, etc. Et pour des raisons qui sont extérieures à la pratique humaine sur la zone, on a du blanchissement. Donc ça commence à être pris en compte dans les critères d'établissement d'aires marines protégées, la prévention des risques. Mais l'évolution des biocénoses liées au changement climatique, je serais assez surpris qu'on réussisse à faire quelque chose d'intelligent dans les décennies à venir. Peut-être après, je ne sais pas. Pour la pêche côtière, est-ce qu'on n'est pas dans l'erreur de privilégier la taille des poissons, c'est-à-dire qu'il y a une taille minimum pour la capture, et sachant que les gros poissons sont les géniteurs, et à partir du moment où on détruit les géniteurs, il n'y a plus de remplacement. Alors, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de faire le contraire, autoriser la capture des petits et pas celle des gros?
Une fois sur deux dans l'année. Les petits quand ils arrivent et les gros quand ils pondent. C'est ce que font les Méditerranéens en pêchant les gros sur les canyons et les petits au bord, avec un succès relativement mitigé. Mais il y a des polémiques aujourd'hui sur le fait qu'il faudrait laisser un certain nombre de gros, et voire de très très gros, qui ne sont pas liés au problème que vous évoquez. Globalement, le poisson, ce n'est pas exactement le nombre de géniteurs qui détermine le nombre de petits. C'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'ils émettent énormément d'œufs. C'est des mauvais parents, ils émettent beaucoup d'œufs, et puis le nombre de survivants n'est pas réellement déterminé par le nombre d'adultes. Et chaque fois qu'on a essayé de gérer de cette façon-là, en disant on va prélever les individus, par exemple féconds sur frayère, etc., ça a du bon sens pour des problèmes de concentration, ce qu'on fait sur le bar en hiver. Éviter de pêcher du bar quand, un, il n'est pas bon, et deux, on n'arrive pas à le vendre parce que les gens n'ont pas un budget alimentaire particulièrement développé au début du mois de février. Si on protège uniquement les grands et qu'on tape sur les petits, ce serait relativement improbable qu'il reste des grands si on a pêché tous les petits. Donc le fait de pêcher, de préserver les grands, l'idée des aires marines protégées, par exemple, typiquement, c'est de dire qu'on protège une zone sur laquelle on va garder des grands. Et notamment dans les grands, comme pour produire des basketteurs, on va aussi protéger ceux qui ont la possibilité de devenir grands génétiquement. Parce que ce qu'on voit, c'est que la taille potentielle des poissons se réduit avec l'exploitation. C'est-à-dire qu'à force de piocher des grands, c'est très facile à faire dans un aquarium. Si vous avez des guppies et qu'à chaque génération, vous pêchez les grands, à la fin, vous n'aurez plus que des nains. Ça marche extrêmement bien. Et donc, dans la mer, finalement, en mettant des tailles limites, on a ce problème-là qui est une sélection génétique, quelque part, qui fait que vous sélectionnez les petits. Si vous mettez une taille, vous avez intérêt à grandir peu et à être mature très, très, très précocement. Mais ceci étant, quand vous parlez de pêche côtière, l'idée d'avoir des diagrammes, ce qu'on appelle les diagrammes d'exploitation, c'est-à-dire de mettre une taille limite et de ne plus pêcher avec des maillages de 20 mm, comme c'était le cas il y a une trentaine d'années, me paraît relativement approprié. Quand même. Ça peut être mélangé avec des zones de réserve où on va avoir une zone où il y a des poissons qui se développent et qui vont pouvoir se reproduire et donc garder des poissons qui sont potentiellement grands. La surface de ces aires marines, elle reste à discuter. Mais sinon, préserver les petits pour avoir des grands, ça reste une très bonne idée. Quand on s'interroge comment est-ce qu'on peut faire pour préserver des poissons, ça avait été fait sur le lieu noir il y a quelques années. On s'apercevait qu'en préservant les jeunes, on avait un effet, à la fois on pouvait pêcher plus et voir le stock se restaurer beaucoup plus vite qu'en essayant juste de limiter l'effet qu'on avait sur les adultes. Donc je pense que ça reste une bonne idée. Que pensez-vous des poissons des grands fonds et de leur surpêche? Parce que c'est bon, pour le climat, ils sont peut-être moins. Ouais, pour le climat à 2000 mètres, ça va pas leur arriver dessus tout de suite. Moi, j'avoue que j'ai pas forcément d'avis tranché sur le problème des pêcheries de grands fonds parce que c'est extrêmement difficile d'avoir une évaluation sérieuse de leur état. Mais compte tenu de leur maturation. Alors là, en maturation à 60 ans, ça fait que si jamais on les surexploite, il faudra probablement 500 ou 600 ans avant qu'ils reviennent. Parce qu'il faut une dizaine de générations. Mais ceci étant, il y a plein de données qui manquent. Les Russes pêchaient énormément les poissons de grands fonds avant l'effondrement de l'Union soviétique. On les a remplacés, notamment les pêcheries industrielles orientaises, ont un petit peu inventé un mode de pêche, mais aussi remplacé les Russes qui n'y allaient plus. Et on manque un petit peu de lisibilité sur ce que ces ressources sont capables de soutenir. Donc il faut certainement avoir un effort particulièrement précautionneux de bonne gestion, mais de là à dire qu'on doit complètement interdire la pêcherie des grands fonds, comme c'est pas mal entendu aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit indispensable du tout. Voilà. Mais ça risque d'arriver. Ce ne serait pas du tout surprenant que dans les 5 ans, il y ait un moratoire européen sur la pêche de grands fonds. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous.